Nous sommes ce soir avec Monique Orphée, députée socialiste de La Réunion, Philippe Gomez, député UDI de la Nouvelle-Calédonie, et puis Marie-Luce Panchard, conseillère politique à l'UMP, chargée de l'Outre-mer, ancienne ministre de l'Outre-mer. Vous êtes ce soir en duplex depuis la Guadeloupe. Bonsoir à tous les trois. D'abord, une première réaction d'ordre général sur les propos de François Hollande. Qu'est-ce que vous en retirez? Alors on va peut-être commencer avec vous, Marie-Luce Panchard. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le président de la République. Je voudrais d'ailleurs profiter, même si je ne vous vois pas à l'antenne, je voudrais saluer la députée de La Réunion et puis le député de Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomez, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, avec beaucoup de plaisir et dans une très grande courtoisie. Je voudrais dire ce soir qu'effectivement, je n'ai rien trouvé de très transcendant dans ce que vient de dire le chef de l'État. Je m'attendais à ce qu'il puisse nous faire l'exercice comme il l'a fait à l'Élysée concernant le pacte de responsabilité. Il l'a abordé parce qu'il faut pouvoir effectivement avoir un volet spécifique compte tenu du fait que nous avons déjà des exonérations de charges et il faut trouver les moyens effectivement d'avoir un peu plus si on veut soutenir le développement économique. J'ai noté aussi que sur la lutte contre la vie chère, il a reconnu qu'il y avait eu des avancées, notamment dans le domaine de la téléphonie, parce qu'effectivement ça a permis plus de concurrence, mais ça voulait dire aussi que l'action qui a été la nôtre par le passé, parce que la LODEOM a permis effectivement de renforcer les pouvoirs de l'autorité de la concurrence, ont porté ses fruits. Et j'ai considéré que sur le dossier des carburants, il a beaucoup insisté pour qu'on respecte les intermédiaires, c'est-à-dire qu'il demande un peu d'apaisement dans ce dossier. Et on voit là, au travers de ses propos, une pierre dans le jardin du ministre de l'Outre-mer. Moi, je m'attendais effectivement qu'il y ait une présentation un peu plus détaillée. J'ai le sentiment que nous sommes un peu dans la continuité de ce que nous avons posé, notamment avec le développement endogène, qu'il faut s'appuyer sur le potentiel au niveau notamment des énergies renouvelables, alors qu'on a beaucoup critiqué l'action du gouvernement auquel j'ai appartenu. On voit bien qu'on est dans le droit fil de ce que nous avons posé parce que c'est la bonne politique et j'ai même ressenti un satisfecit dans la démarche qui a été la nôtre lorsque nous avons accompagné la Martinique et la Guyane pour qu'elles accèdent au statut de collectivité unique. Alors il y a eu quelques petites erreurs en marge, notamment s'agissant de Mayotte, parce que si effectivement Mayotte a 300 000 euros au titre, 300 millions pardon d'euros au titre de l'Europe, certes l'action qu'il a menée est essentielle, mais c'est surtout parce que nous avons permis le changement de statut entre PTOM et RUP, qui fait qu'aujourd'hui Mayotte pourra bénéficier des fonds structurels. Voilà, un peu déçu, mais j'ai le sentiment, oui, un peu déçu, je le dis parce que je m'attendais au moment où il y a un virage de la politique économique et sociale et que nous savons que nous avons aujourd'hui une politique à mener en Outre-mer puisque la départementalisation va à bout de souffle et qu'il faut aller au-delà de ce qui a été posé depuis ces dernières années. Je m'attendais à un peu plus de souffle dans le propos du chef de l'État, notamment au travers de son pacte de responsabilité. Je voulais qu'il puisse nous en parler un peu plus longuement. On va revenir sur le pacte un petit peu plus tard. En résumé, vous nous dites, première réaction, rien de transcendant. Vous en pensez quoi, monsieur Philippe Gomez? Si on attendait quelque chose de transcendant, on ne l'a pas eu, bien évidemment, mais il y a quand même des choses positives que je retiens. Moi, la lutte contre la vie chère qui a été initiée outre-mer, et vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie notamment, nous avons obtenu une baisse significative des tarifs bancaires, 20% sur les 16 tarifs bancaires de base, grâce à un amendement que nous avions déposé avec Sonia Lagarde et qui avait été voté dans la loi vie chère de loi M. Lurel, tout à fait, fait, au mois de novembre 2012. J'ai retenu également que le pacte de responsabilité que le président de la République a proposé aux entreprises serait susceptible d'être étendu à l'outre-mer. J'espère donc qu'il y aura une déclinaison pacifique pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna, notamment dans le domaine de l'emploi de la jeunesse, qui est chez nous une véritable difficulté, et dans le domaine aussi du financement des entreprises, parce que vous savez que dans nos territoires, on a des taux d'intérêt qui sont en moyenne 2% supérieurs à la moyenne nationale. Et puis enfin, troisième élément que j'ai noté aussi dans les propos du président de la République, c'est son constat en ce qui concerne la délinquance. C'est vrai que dans un constat très rapide, mais significatif, et il a reconnu les difficultés particulières que nos territoires rencontrent en matière de délinquance. C'est le cas bien sûr aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Je tiens simplement à donner un chiffre. 40% des délits qui sont commis en Nouvelle-Calédonie sont commis par des mineurs. C'est-à-dire c'est le double
de la moyenne nationale. Donc il faut bien évidemment voir dans quelle mesure des politiques de prévention ad hoc doivent être initiées, c'est la responsabilité des collectivités locales, mais aussi les moyens de l'État, matériels, humains, de la police, de la gendarmerie sont susceptibles d'être mobilisés. C'est le sens de la question qui a été posée au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, par Sonia Lagarde, députée également de la Nouvelle-Calédonie récemment. J'espère que là-dessus, les propos du président de la République trouveront une concrétisation locale. Les Calédoniens l'attendent. Monique Orphée, vous êtes satisfaite de ces propos ce soir? Moi, je crois que le président de la République a fait un point sur les engagements qui ont été pris par lui en 2012. Et là, j'ai envie de dire à Mme Pinchard qu'il y a quand même, dans la politique qui est menée, une rupture avec ce qui s'est passé sous l'ère Sarkozy. Et je prendrai 3 sujets. D'abord, le budget de l'outre-mer, qui pendant des années ont été diminués drastiquement. Le budget de l'outre-mer entre 2012 et 2014 a augmenté de 6%. Je prendrai un engagement qui était fort pendant sa campagne, c'est bien sûr lutter contre la vie chère. Et ça, c'était une attente des ultramarins dans tous les territoires. D'ailleurs, les événements de 2009, c'était parce que, justement, pour dénoncer cette vie chère, dénoncer effectivement la hausse des carburants, et qui a été très dur et qui a d'ailleurs coûté le poste de M. Gégaud. Donc la loi sur la régulation économique a été prise et il y a aujourd'hui des résultats avec par exemple le bouclier qualité-prix. En tout cas à La Réunion, on a vu qu'il y avait le bouclier qualité-prix qui marchait. Le décret carburant a été pris, là aussi ça va, et je l'espère, permettre la baisse du prix de l'essence et surtout permettre une certaine transparence. C'est ce qu'attendent aussi les Réunionnais, mais je crois que dans les autres territoires, aux Antilles, on attend qu'il y ait plus de transparence et que les marges diminuent en faveur du pouvoir d'achat des ultramarins. Et ensuite, il y a un 3e dossier sur lequel je vais insister parce que c'est en fait la première préoccupation des ultramarins, c'est l'emploi, c'est la politique de l'emploi. Et moi, je me réjouis que depuis l'année dernière, il en a fait son cheval de bataille. Alors l'emploi, justement, on va y revenir immédiatement un petit peu plus en détail. Vous le disiez, vous l'avez cité tous les 3. C'est donc des grandes problématiques en Outre-mer. François Hollande a cité notamment le dispositif des emplois d'avenir en évoquant peut-être une plus grande participation de l'État dans leur financement. Je vous propose de revenir sur cet extrait. 10% des emplois d'avenir en Outre-mer, c'est quand même bien. Mais s'ils ne sont pas tous utilisés, on aura beau dire on a fait 10%, mais on n'a pas atteint le résultat. Donc je regarde si on ne peut pas, dans la même enveloppe, améliorer le financement des emplois d'avenir. Comment ? En Outre-mer, c'est-à-dire avoir une participation un peu plus forte pour l'État, mais avec peut-être moins d'emplois qui seront proposés. Moins d'emplois, mieux rémunérés et des emplois d'encadrant. Parce que c'est ce que m'ont dit beaucoup de maires, je pense notamment au maire de Saint-Denis de la Réunion, M. Annette, qui m'a fait cette remarque. Il m'a dit, mais nous, ce qui peut nous coûter, c'est pas simplement d'employer des jeunes, ça c'est bien parce qu'ils rendent un service, puis l'État compense à 75%. Nous verrons si c'est possible de faire davantage, mais on a besoin de les encadrer. Et peut-être que les encadrants pourraient être aussi des emplois d'avenir. Alors que l'État finance davantage ces emplois d'avenir, mais avec moins de postes, est-ce que c'est une bonne chose, Philippe Gomès ? Écoutez, vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, nous ne sommes pas dans la même situation que les DOM. Par contre, je tiens à indiquer que le gouvernement de la République a fait un effort particulier en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à l'occasion du dernier comité des signataires, qui s'est réuni sous la présidence du Premier ministre, pour la première fois, alors que c'est une compétence qui est celle de la Nouvelle-Calédonie, l'État a dit « Ok, banco, on finance aussi les emplois d'avenir en Nouvelle-Calédonie si vous adoptez un texte qui correspond à peu de choses près au texte que nous avons adopté au plan national ». C'est ce que nous avons déposé comme texte au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Hélas, il n'a pas pu être adopté. Un petit règlement de compte politicien sur le dos de la jeunesse calédonienne, c'est pas grave. Nous allons le redéposer parce que il est important que cette jeunesse, qui comme partout rencontre des difficultés, vous savez que la réussite scolaire n'est pas au rendez-vous pour tout le monde en fonction des origines culturelles ou sociales, et donc hélas, il y a une part de notre jeunesse qui n'arrive pas à s'employer, à s'insérer dans notre société. Et je crois que les emplois d'avenir, c'est pas la seule réponse, c'est une réponse parmi d'autres qui est susceptible d'être apportée. Donc nous considérons en Nouvelle-Calédonie que l'État a fait une démarche opportune en proposant que cet outil-là soit aussi à la disposition
disposition des collectivités calédoniennes et j'espère qu'on arrivera prochainement à le mettre en œuvre. Alors pour revenir dans les DOM, la Réunion en l'occurrence, Monique Orphée, vous pensez qu'on va sur la bonne voie, peut-être moins de postes mais davantage financés par l'État? On est sur la bonne voie. D'ailleurs, sur les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures, je veux dire, provisoires, puisque là aujourd'hui on a un traitement social du chômage, puisqu'on utilise bien sûr les contrats aidés, mais on utilise aussi des emplois d'avenir qui sont aussi des vrais emplois pour les jeunes, et je dis les jeunes réunionnais. Pourquoi? Parce que c'est un contrat à 35 heures et il y a une formation. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons eu 5000 contrats, 5000 emplois d'avenir. Sur les 5000, 3000 ont été utilisés et puis il reste 2000. Mais c'est la même chose pour les contrats aidés. Pourquoi? Parce qu'on a un résiduel de 25%, de 10%, trop élevé pour les collectivités locales. Elles ne peuvent pas les financer. Effectivement, le maire de Saint-Denis a rencontré François Hollande pour qu'on arrive à solutionner ce problème. Avec 60% de jeunes au chômage, on ne peut pas se permettre de laisser partir les 2000, en tout cas, emplois d'avenir. Et si le président Hollande arrive à trouver une solution pour effectivement diminuer ce résiduel-là, à ce moment-là, ce sera profitable, bien sûr, pour nos jeunes réunionnais. Marie-Luce Panchard, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Financer davantage les emplois d'avenir par l'État, non plus par les collectivités, mais avec moins de postes? Je pense que le président de la République avait bien compris que, vu la diminution des dotations aux collectivités locales, il était impossible d'atteindre l'objectif. Donc ça se fait à coût constant, on aura moins d'emplois d'avenir en Outre-mer. Mais je ne peux pas admettre qu'on puisse dire que nous sommes dans une politique de rupture, après que le président de la République ait dit très clairement que la mise en place de la DOM a été une bonne chose et que, s'agissant effectivement de notre action pour baisser les prix, nous y avons contribué. Et ce n'est pas parce que le budget est en augmentation de 6% que ça veut dire que c'est un budget en rupture par rapport à la politique que nous avons mise par le passé. Je rappelle qu'entre 2009 et 2010, avec les 135 mesures du Conseil interministériel de l'Outre-mer, le budget du ministère avait augmenté aussi de 6%. Donc je crois qu'il faut être réaliste. On voit bien que la marge de manœuvre de l'État est très étroite et que le président n'a pas forcément les moyens de sa politique. Les choses sont différentes dans le Pacifique, puisqu'effectivement nous avons la possibilité, et Philippe Gomes le sait mieux que moi, avec des lois de pays, d'adapter les lois de la République pour faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Ce qui n'est pas le cas. Et on voit bien que la loi de régulation économique, je ne sais pas pour la Réunion, mais en tout cas aux Antilles, ça n'a pas contribué à faire baisser les prix. Bien au contraire, les chiffres de l'INSEE montrent une augmentation, même des prix des produits de première nécessité. Il n'a pas parlé suffisamment de l'économie, parce que parler de la jeunesse en proposant uniquement un traitement social, ce n'est pas cela que je voulais entendre. Je voulais entendre effectivement quel est, pour le chef de l'État, le modèle économique et social vers lequel nous devons aller, puisque on voit bien que le modèle actuel est à bout de souffle. Est-ce que nous devons continuer comme cela? Est-ce que la politique de l'offre qu'il propose pour la métropole doit être celle qui doit être appliquée en Outre-mer? Est-ce qu'il faut faire des adaptations? Il a dit qu'il y avait un volet spécifique. Comme d'habitude, avec François Hollande, nous avons beaucoup des mots pour marquer les esprits, mais nous n'avons pas forcément les actes. Moi, je suis un peu comme ça, Thomas. Au Pacifique, j'attends pour voir. À la Calédonie. Alors, on va parler de la Nouvelle-Calédonie. François Hollande y a fait référence dans cet entretien, notamment à l'avenir institutionnel. Le grand enjeu, ce sont les élections provinciales. Alors, il évoquait une possibilité de solution négociée pour sortir de l'accord de Nouméa. Est-ce que cela veut dire que les nouveaux élus issus des élections provinciales, ce sont eux qui auront les cartes en main pour décider de l'organisation ou non d'un référendum d'autodétermination? Pas exactement. Le référendum d'autodétermination aura lieu, il est prévu par l'accord de Nouméa entre 2014 et 2018, et il sera obligatoirement organisé par l'État au plus tard en 2018. Et il devra dire, les Calédoniens devront dire, s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie accède ou pas à l'indépendance. Alors, à quoi fait référence François Hollande quand il parle de solutions négociées? Donc ça, c'est le texte de l'accord qui a été constitutionnalisé. Mais le président de la République comme le Premier ministre ont eu l'occasion d'indiquer, ainsi que le ministre de l'Outre-mer, M. Lurel, que
si les Calédoniens se mettent d'accord entre eux pour modifier, aménager, compléter les termes de la question qui a vocation à être posée au peuple calédonien, à partir de ce moment-là, l'État est favorable à ce que la Constitution soit susceptible d'être modifiée pour que les termes de la question soient ceux que les Calédoniens ont voulu. En ça, les élections provinciales de 2014 sont extrêmement importantes, puisque ce sont bien sûr les élus issus de ces élections qui auront la légitimité populaire, la légitimité issue du suffrage universel, pour négocier entre eux, entre indépendantistes, non indépendantistes et avec l'État, les termes de cette question. Nous souhaitons, en ce qui concerne la députée Sonia Lagarde et moi-même, que le référendum organisé ne soit pas un référendum bête et méchant, pour ou contre l'indépendance. Ça va être un référendum un peu frontal qui va créer chez nous des tensions ethniques, politiques, sociales, un attentisme économique. Nous souhaitons au contraire que le référendum soit éclairé, c'est-à-dire en clair, on dit qu'est-ce que c'est que l'indépendance, qu'est-ce qu'on met dedans, de façon à ce que les Calédoniens s'y mettent un vote pour l'indépendance, qu'ils connaissent le pays qui se situe le lendemain du référendum. Même chose si on reste au sein de la République française, selon quelle organisation nous avons vocation à rester au sein de cette République. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle un référendum éclairé. Que dans tous les cas, il prépare le destin commun, l'avenir commun des Calédoniens. Et qu'à la sortie, comme on prépare ensemble cette solution, cette alternative possible, on la prépare ensemble parce que de toute façon, quel que soit le résultat de ce référendum, qu'une majorité choisisse l'indépendance ou qu'une majorité choisisse de rester au sein de la République française, nous devons continuer à construire le vivre ensemble et le destin commun des Calédoniens. C'est ça la difficulté, donner corps à un projet de société qui nous rassemble, même si au plan politique, on est toujours séparés aujourd'hui sur la vision d'avenir du pays. Merci beaucoup Philippe Gomez, merci Monique Orphée, merci Marie-Luce Panchard en duplex depuis la Guadeloupe. Merci à tous les trois d'avoir accepté donc notre invitation suite à cet entretien de François Hollande sur l'outre-mer.